Donc, bonjour à toutes et à tous, chers amis membres de la communauté expat, ou si vous êtes tombé un petit peu par hasard sur cet événement. Je suis content de vous retrouver pour cette discussion mensuelle sur le thème de l'argent. D'habitude, le format est un petit peu différent. De temps en temps, on organise des cafés qui sont vraiment, on va dire, plutôt confidentiels. Des fois, c'est plutôt des webinaires où il y a beaucoup de monde qui se connecte sans forcément qu'on ait la possibilité d'échanger. Aujourd'hui, on a un groupe qui est relativement limité, donc on va essayer d'être un petit peu interactif et de travailler sur le sujet de la négociation. En tant que coach d'argent, la négociation, c'est un sujet qui est quasiment systématiquement, qui revient systématiquement avec les gens avec qui je peux travailler. Que ce soit des clients, que ce soit des prospects, il y a toujours un élément de négociation à un moment ou à un autre. Et j'ai pu me rendre compte à travers le temps qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient un problème, qui avaient un blocage avec la négociation. Et aujourd'hui, le thème de ce sujet, aujourd'hui, le thème du webinaire, justement, va être « Je ne sais pas négocier ». Avant de débuter la session, de la lancer, j'ai pu voir, j'ai passé en revue la liste des participants. Il y a quelques noms que j'ai pu reconnaître. J'espère qu'ils vont se connecter un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, il n'y en a aucun d'entre eux. Mais j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont tendance à revenir comme ça, suivre des présentations. Pour moi, ça veut dire que la première fois, ils ont obtenu quelque chose, ils ont appris ou ils ont apprécié peut-être la perspective un petit peu différente. Et ce que je voudrais vous demander, à l'issue de cette présentation, si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, si vous avez des choses que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit directement, vous allez avoir mon email à la fin, soit en envoyant un mail à Expat Communication. Ils seront ravis de toute façon de me donner du travail et de me faire plancher sur des sujets qui correspondent vraiment aux problématiques de la communauté. Moi, ça facilite mon travail parce que je n'ai pas forcément à chercher un sujet pour le futur. Et en même temps, ça me donne la satisfaction de répondre à un besoin qui correspond à la réalité. Donc, voilà, j'espère que vous allez être satisfait à l'issue de cette présentation. Vous allez obtenir quelque chose et qu'on aura l'occasion de se revoir dans les mois à venir. D'habitude, voilà, on a à peu près une présentation sur le thème de l'argent par mois. Et on essaie de varier un petit peu les thèmes et les formats pour satisfaire les uns et les autres. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va parler de négociation. C'est un sujet qui revient, comme je le disais, très souvent. Négociation, on a tendance à penser négociation en termes de salaire, négociation en conditions salariales, négociation liée avec l'argent. Mais qu'on le veuille ou pas, on négocie beaucoup plus qu'on le sait. On a besoin de savoir négocier, que ce soit à la maison, à la famille, avec les enfants, avec les employés, avec les collègues. Et même si on pense qu'on ne sait pas forcément négocier, même si on pense qu'on n'est pas à l'aise, ben, on a l'habitude de le faire. Parce qu'on a la possibilité de le faire dans beaucoup de situations. Et ma promesse aujourd'hui, en 1 heure, et avec ce format, je ne vais pas faire de vous les prochains prix Nobel de la paix, je ne vais pas vous rendre capable de résoudre les conflits du Moyen-Orient. Par contre, je vais vous expliquer, je vais vous présenter un outil à la fois simple et efficace qui vous permettra de voir où vous en êtes dans votre relation à l'argent et qui va également vous expliquer pourquoi vous avez un blocage vis-à-vis de la négociation ou pas, justement. Et je mettrai également à votre disposition, de façon totalement gratuite, à la fin de cette session, un outil qui vous permettra d'approfondir un petit peu la notion que je vais vous introduire. Je ne vous en dis pas forcément beaucoup plus maintenant. J'ai besoin de votre attention pendant peut-être 20 minutes, 25 minutes, le temps qu'on arrive à cet outil-là. Mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette présentation, je vous promets de mettre à votre disposition cet outil-là. Bien souvent, lorsque je parle de négociation avec des personnes autour de moi, il y a 3 objections principales que j'entends.
C'est vraiment des choses qui reviennent quasiment systématiquement. La première, j'ai peur de tout perdre. Situation typique, on est en recherche de travail, on a passé 3, 4, 5 entretiens, et arrive le moment où, voilà, il ne reste plus que 2, 3 candidats, et on nous demande quelles sont vos prétentions salariales. Et on se dit, ah, si jamais je donne un chiffre qui est un petit peu trop haut, je risque de perdre le bénéfice de tous mes entretiens, il faudra tout repartir à zéro, j'ai pas envie de ça, donc je vais me donner, je vais peut-être me sous-estimer, donner une valeur qui va être un petit peu faible, mais je vais essayer de gagner parce que vraiment, j'ai pas envie de redémarrer de zéro. Deuxième objection qui revient très souvent en termes de négociation, c'est en fait, ça vaut pas la peine. À quoi ça sert de négocier, de batailler pour 100 euros, 200 euros, 1000 euros? Finalement, c'est rien du tout. Ce que je perds maintenant, je pourrais le regagner de toute façon d'une autre manière. Négocier, c'est pas si grave que ça. C'est pas, voilà. Si jamais je veux faire quelque chose, je vais le faire, quel que soit le montant. Négocier, c'est juste une perte de temps, ça vaut pas vraiment la peine. Objection numéro 3, c'est que vont penser les autres? Je ne veux pas que les gens pensent que je suis une personne vénale. Si je commence maintenant à batailler, alors que jusqu'à présent, je disais toujours oui, sans problème, qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce qu'ils vont se dire, voilà, maintenant, cette personne a besoin d'argent, alors qu'avant, elle allait bien, maintenant, il va y avoir un problème, pourquoi ce changement? Pourquoi elle a besoin de tant d'argent? Elle ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus pauvres qu'elle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je commence à négocier et pas accepter ce qui m'est proposé immédiatement? La première question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous vous sentez plutôt proche de l'une de ces 3 objections ou croyances qui reviennent très très fréquemment? Si vous voulez, dans le petit chat, si vous avez accès au chat, vous pouvez me dire je me sens proche de la première option qui était j'ai peur de tout perdre, ça vaut pas la peine, que vont penser les autres. Un mélange des 2 ou des 3, et pour certains, ça risque d'être justement, ben non, c'est aucun des 3 qui s'applique, c'est plutôt autre chose. Et c'est plutôt par rapport à une négo salariale ou à une négo... En fait, vous pouvez le prendre comme vous voulez. L'objectif, c'est plutôt de voir s'il y a une des options qui se détache, une des 3. Et surtout, est-ce qu'une personne d'entre vous, justement, ne se retrouve dans aucune des 3? Parce que ça peut également exister. J'ai juste listé les 3 plus grosses. Je ne veux pas dire que ce n'est pas quelque chose d'absolument exhaustif. Il n'y a pas que 3 raisons pour lesquelles on n'est pas forcément à l'aise avec la négociation. De temps en temps, voilà, donc là, ce que je vois, il y a 2 numéros 2 et une personne qui me dit aucune. Voilà, justement, il y a d'autres raisons, des fois, pour lesquelles on a un blocage avec la négociation. Mais bien souvent, c'est l'une de ces 3 options-là. Hop, ça va avancer. La première chose que je dois vous dire, petit secret, dont vous êtes bien évidemment au courant, c'est qu'il ne peut pas y avoir de négociation sans désaccord. Alors, j'ai enlevé volontairement le mot conflit. Ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas de négociation sans conflit. J'ai mis désaccord qui est un mot un petit peu plus neutre. Pourquoi? Imaginez que demain, je vous invite à manger dans un restaurant italien. Que vous voulez aller dans un restaurant turc. On va être en désaccord. Et si on veut tomber sur un accord, il va falloir qu'on négocie. Mais il n'y a pas forcément un gros conflit entre nous. On est juste en train de savoir où on va aller. Donc, c'est pour ça que j'ai pas forcément parlé de conflit en termes de négociation. Mais il y a 2 perspectives, 2 points de vue qui sont forcément différents. Et s'il n'y avait pas ce désaccord, il n'y aurait pas de négociation. On serait d'accord tout de suite et on passe à l'étape suivante. Pour les personnes qui ont peur de tout perdre, bon, il n'y en a pas forcément beaucoup dans le webinaire aujourd'hui, mais je vais revenir maintenant sur toutes ces espèces de croyances, les 3 que j'ai listées précédemment.
La peur de tout perdre, c'est très courant. C'est bon, le cas typique, comme on parlait tout à l'heure, de la négociation salariale. J'ai pas envie de perdre le bénéfice de tous les entretiens que j'ai pu passer. La peur de perdre est beaucoup plus forte que la peur de gagner, ou que l'envie de gagner. C'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est si jamais demain je vous disais, voilà, si jamais vous ne faites pas quelque chose de bien, vous allez perdre 10 000. Ou je vous dis, si vous faites quelque chose de très bien et vous allez gagner 10 000, la peur de perdre 10 000 va être beaucoup plus forte que l'envie de gagner 10 000 de plus. Ça peut sembler paradoxal, mais la peur de perdre, c'est quelque chose de très très fort. Et ce qui est paradoxal, c'est que des fois, justement, la peur de perdre peut devenir quelque chose de très positif. Je vais vous donner le cas d'une cliente avec qui je travaille en ce moment, qui est, enfin, oui, je travaille. On va certainement bientôt arrêter parce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle cherchait du travail. Elle est chef de projet. Elle devait commencer un projet au mois d'avril. Évidemment, le Covid est arrivé en Angleterre comme un peu partout ailleurs et le projet a été annulé. Elle parlait et au bout d'un moment, elle m'a dit quelque chose qui était très bizarre. Elle m'a dit, oh, le pire de tout ça, de ma frustration, le pire de tout ça, c'est que on m'a dit, dans le cadre de mon entretien, qu'il m'aurait bien vu dans l'entreprise. Et sur le coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, on va arriver quelque part avec ça. Et finalement, à la fin de la session, on a dit, ben, écoute, si jamais cette personne t'a dit, voilà, je vous vois bien dans l'entreprise, par contre, vous n'êtes pas l'employé, parce finalement, on a sélectionné quelqu'un d'autre qu'elle, pour un salaire moindre, une personne moins expérimentée, mais moins chère. Et en même temps, on lui dit, ah, par contre, je vous vois bien dans l'entreprise. En faisant un petit peu de travail, on a découvert que ben, dans l'entreprise, ils allaient ou ils pensaient créer un autre projet pour lequel ils n'étaient pas encore en train de recruter. Mais en découvrant ça, cette personne-là, Dorothy, elle a réussi à se créer son propre travail dans l'entreprise au salaire qu'elle voulait, au salaire qu'elle avait proposé initialement, pour lequel elle avait été rejetée. Et voilà, l'impact de négocier, pas négocier, si elle s'était laissé tomber, si elle avait tout laissé tomber en disant, voilà, j'ai perdu, je m'en vais, ben, elle serait passée à côté non seulement du salaire qu'elle voulait, mais également d'un travail qui était beaucoup plus intéressant que celui pour lequel elle avait postulé. Ça ne vaut pas la peine. Alors, les personnes qui m'ont répondu, ça ne vaut pas la peine, il y en a certaines dans le chat aujourd'hui. C'est vrai que des fois, batailler pour 2 francs, 3 francs, 6 sous, ça paraît pas forcément quelque chose d'absolument important. Mais, de la même manière, avec le temps, il faut savoir que des petites sommes deviennent des sommes absolument énormes. Surtout quand c'est des négociations salariales. Et le premier salaire. Il y a beaucoup de personnes qui, alors surtout maintenant, c'est un marché qui est relativement défavorable à ceux qui rentrent sur le marché du travail. Donc, ils ne vont pas forcément avoir accès à des salaires très élevés ou, comme la génération précédente. Mais quelqu'un qui arrive à négocier 200, 300, 1000 de plus tous les mois ou tous les ans, ça fait une différence absolument phénoménale en fin de carrière. 30, 40 ans plus tard, c'est des sommes énormes. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des politiques comment on appelle ça? Ils relèvent le salaire d'un certain pourcentage tous les ans. Et en quoi c'est important? C'est si jamais, mettons moi, je gagne 1000 euros et que, voilà, je sais pas, il y a Nino, elle gagne 1100. Très bien. Sauf qu'au bout d'un an, l'entreprise va dire, on augmente tous les salaires de 1% ou de 10%. Ben Nino, comme elle a un salaire de base qui est plus élevé, elle va avoir une augmentation qui va être plus élevée que la mienne, juste parce que moi, j'ai démarré de 100 et que j'augmente de 1%, et elle a 110, elle aussi, elle augmente de 1%, mais comme 110, c'est plus grand que 100, automatiquement,
elle va gagner plus que moi la deuxième année, et encore plus la troisième, la quatrième, la cinquième année, sans rien faire, sans avoir besoin de forcément renégocier ces choses-là tous les ans ou tous les 2 ans. En plus, bon, on ne va pas rentrer forcément dans les détails ici aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous êtes au courant du concept d'intérêt composé. C'est des sommes, quand elles restent réinvesties tout le temps, tout le temps, tout le temps, les intérêts, on les ajoute et ça rapporte de plus en plus. Il y a une étude américaine qui montrait que la différence entre une personne qui avait réussi à négocier 1000 $ de plus par mois, en fin de carrière, ça représentait 650 000 $ au bout de 45 ans. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont des États-Unis aujourd'hui ou pas. De toute façon, c'est un cas qui s'adapte pas forcément, qui s'applique pas forcément à tout le monde. Mais une différence qui peut sembler très faible au départ, à la fin, ça peut arriver à faire des sommes absolument différentes. Moi, je sais que 650 000 $, je ferais une ou deux maisons de plus en fin de carrière et je n'aurais pas forcément besoin de me préoccuper pour ma retraite. Mais tout ça, c'est négocier au départ ou ne pas négocier du tout. Le troisième, que vont penser les autres? Ah, je suis quelqu'un de vénal, je pense qu'à l'argent. Si je commence à demander à être payé pour tout, les gens vont se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut être généreux, il faut aider les autres. Et là, je vais prendre mon cas personnel. C'est au départ, je donnais des présentations tout à fait gratuitement. Pas forcément la présentation que je vous donne aujourd'hui, mais je faisais des choses en Irlande sur le thème du financement d'entreprise, trésorerie, comment trouver de l'argent. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me faire payer pour ça. Et je me suis rendu compte que finalement, les gens appréciaient énormément parce que du coup, ils payaient pour venir et ils avaient l'impression d'obtenir quelque chose qui avait beaucoup plus de valeur. Et alors, j'aurais très bien pu le faire totalement gratuitement, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me faire payer pour quelque chose que je faisais gratuitement. Je me suis rendu compte que non, en fait, les gens, ils ne pensaient pas justement que j'étais en train d'essayer de profiter d'eux, surtout des personnes qui n'ont pas forcément, justement, des personnes qui recherchent du financement, vont se dire, elles n'ont pas d'argent. Si elles avaient de l'argent, elles ne rechercheraient pas de l'argent. Non, il y a un marché pour ça et il y a moyen d'être très bien perçu par les autres, même si on se fait payer, même si on négocie certaines choses. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'il y ait un désaccord. Et maintenant, je vais vous présenter le premier concept que je vous avais promis, le juge. À l'intérieur de nous, on a tous un juge qui juge trois choses. Il juge les autres, il se juge lui-même, il nous juge nous-mêmes, et il juge les circonstances. Bon, il n'a pas forcément raison, il n'a pas forcément tort, mais il juge. Juger les autres, c'est peut-être le plus simple à expliquer. C'est si je dis, voilà, mon collègue, il devrait travailler plus, ma mère, elle devrait être plus gentille. On se fait une opinion de ce que les autres devraient être, et on décide si ils sont gentils, méchants, s'ils sont bons, mauvais, s'ils sont riches, pauvres. C'est l'attitude du juge envers les autres. Juger les circonstances, pareil, le Covid, c'est bien, c'est pas bien, c'est une opportunité, c'est une crise, c'est... Non, le Covid, c'est un Covid, hein. Il y a des millions de virus, il n'est pas plus méchant que les autres, mais certaines personnes vont penser que c'est la fin du monde, et d'autres personnes vont se dire, il y a plein d'opportunités avec ça. C'est notre juge qui décrète, qui décide que le virus, c'est quelque chose qui peut être positif ou quelque chose qui est négatif. Alors que, en tant que tel, un virus, il est pareil pour tout le monde. Mais notre juge va faire qu'on va le percevoir de façon positive ou négative. Et enfin, le juge qui nous juge nous-mêmes, voilà, je sais pas moi, je suis docteur, je devrais faire ceci, je devrais être plus riche, je devrais être plus beau, je mérite ceci, je mérite cela. Notre juge décide que, voilà, il nous donne une valeur, et on se sent bien ou pas,
en fonction de cela. Maintenant, vous allez voir pourquoi je vous ai présenté les trois circonstances précédemment avec le côté positif et le côté négatif. Ce n'était pas forcément pour dire combien j'étais super présenteur et que j'avais des super clients très intelligents et que les personnes avec qui je travaillais arrivaient à économiser, à se payer une maison avant leur retraite. Chaque fois qu'on décrète que quelque chose va être positif ou négatif, ça va avoir un impact sur ce qu'on va faire, la manière dont on va appréhender les choses, la manière dont on va appréhender une négociation. Et si on voit les choses de façon plutôt négative, on va avoir tendance à activer des saboteurs dans notre tête, des choses qui vont faire que on va se créer des problèmes, on va se créer des limitations, on va aller vers une situation plutôt négative. Alors que si on voit les choses de façon positive, on va plutôt avoir tendance à activer des choses qui sont du domaine de l'empathie, de la curiosité, dans le bon sens, des choses qui sont beaucoup plus positives et qui sont, qu'on appelle nous le sage, le côté un peu sage que chacun d'entre nous peut avoir. Si on reprend avant de passer à ça, si on reprend les trois exemples que je vous ai donnés, la personne qui disait au début, ça vaut pas la peine, j'ai pas envie de tout perdre. Ça, c'est typiquement quelque chose qui est plutôt négatif, saboteur. Et si on laisse une personne qui se dit, voilà, ça vaut pas la peine, j'ai pas envie de tout perdre, elle va pas du tout aller du côté sage, elle va rester côté saboteur, elle va passer à côté d'opportunités. Par contre, sitôt qu'elle est, cette anglaise là, dont je vous ai parlé, de Rothy, sitôt qu'on lui a mis la possibilité de dire, voilà, écoute, cette personne t'a dit, je te verrai bien dans cette entreprise. Activez un peu cette curiosité. Qu'est-ce que tu vois? En quoi? Quel genre de poste? Qu'est-ce qui s'est passé? Et sitôt qu'elle a compris qu'il y avait quelque chose derrière à explorer, ben elle est passée de mode saboteur à mode sage et elle est repartie vers son entreprise qu'il avait, enfin, pas licenciée parce qu'elle n'avait pas été acceptée, mais qu'il avait rejetée initialement. Elle a envoyé un email tout gentil en disant voilà, je comprends votre décision, je respecte la décision d'avoir recruté quelqu'un d'autre pour un salaire moindre. Par contre, vous m'avez dit que vous pourriez me voir dans cette entreprise. Est-ce que vous pourriez me dire quel type de poste correspond à mon profil? Et ils ont recommencé cette discussion-là et finalement, elle aboutit à un autre travail. De la même manière, l'histoire de la personne qui dit voilà, négocier, ça vaut pas la peine. Ça, c'est typiquement saboteur, c'est plutôt négatif. Du coup, bah, on va plutôt tendance à pas forcément économiser, en se disant de toute façon, ça sert à rien, autant dépenser son argent maintenant, ça sera fait, on n'en parle plus. Alors que quelqu'un qui est plutôt en mode sage, qui se dit, voilà, je veux acheter une maison, il va me falloir tant d'argent tous les mois si je mets une somme de côté, je vais arriver, je vais être de plus en plus proche. Là, on est dans le mode sage, on est plutôt dans le domaine positif et qu'est-ce qui va se passer? On risque d'arriver à aboutir à des objectifs si on est avec cette perspective-là. De la même manière, la personne qui dit en fait que vont penser les autres, dire ah les autres ils vont se dire que je suis quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de vénal, je pense qu'à l'argent, ça c'est plutôt saboteur. On se dit les autres vont imaginer que je suis quelqu'un de négatif. Alors que la même personne qui se dit si maintenant je commence à être payé pour garder les enfants des voisins, ils vont se dire ah ça maintenant c'est professionnel. Si on dit voilà, maintenant je suis quelqu'un d'agréé, je fais les choses officiellement, je suis déclaré, je dois payer des impôts. Pour payer des impôts, il faut que j'ai un salaire. Maintenant, je me fais payer. Tout ça, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui va trouver un travail de façon un petit peu originale ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va arriver à économiser sans effort ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va penser que, par exemple, négocier, c'est quelque chose de positif, ça nous donne de la valeur ou pas? C'est le juge. Ce fameux juge qui décrète ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il n'a pas forcément raison, il n'a pas forcément tort, mais il décrète ce qui est bien, ce qui est mal. Ma promesse initiale, c'était de vous montrer
ou de vous présenter un concept. Un concept qui va vous aider à comprendre où vous en êtes dans votre relation à l'argent. C'est le concept d'archétype. Alors, si jamais il y a des gens qui ont fait des études de psychologie, je m'excuse platement, je risque de les choquer, mais je vais vous prendre un exemple très très simple, simpliste à l'extrême, pour que vous compreniez exactement de quoi on parle. J'imagine que lorsque vous étiez enfant, ou si vous avez des enfants, vous connaissez Homer Simpson, vous regardez des dessins animés. Et de temps en temps, dans des dessins animés, il y a un caractère fictif qui vient sur l'épaule, un petit ange ou un petit démon. Sur l'autre épaule, un autre caractère fictif qui pousse le caractère principal à faire quelque chose ou son contraire. Ces deux caractères fictifs, l'ange, le démon, le gentil, le méchant, le bien, le mal, c'est ce que moi j'appelle un archétype. C'est un caractère fictif qui va nous pousser inconsciemment à prendre une décision ou un comportement. L'exemple de Homer Simpson, déjà il est simpliste et en même temps, je l'ai choisi parce que c'était justement très simple. Il y a deux caractères. Mais en matière de relation à l'argent, on a 8 archétypes. On a 8 personnes qui essaient de nous faire quelque chose. Et on va les passer en revue maintenant, pendant les prochaines minutes. Si vous voulez prendre des notes, c'est le moment de le faire. Sinon, n'ayez pas peur. Je vais passer assez rapidement sur certains slides, mais à la fin, j'ai quelque chose qui va les récapituler. Donc, si par exemple, vous ne les listez pas au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas abattre par ça. Le premier archétype d'argent, c'est le candide. Et le candide, c'est simplement la partie un peu innocente en nous, qui a besoin de sécurité. Chaque archétype, maintenant je dois vous le dire, il y a du positif et du négatif en fonction de ce que le juge va décider. Il va décider, voilà, on va plutôt utiliser les aspects positifs ou les aspects négatifs de chacun de ces archétypes. Mais le besoin de sécurité, comment ça va se traduire en termes de négociation? Par exemple, quelqu'un qui n'a pas envie de rester dans cette zone de conflit ou d'inconfort va plutôt avoir tendance à accepter ce qu'on lui propose, refuser le conflit et accepter la proposition qui lui est faite. Le deuxième archétype, après le candide, c'est la victime. Alors la victime, c'est inconsciemment, c'est le besoin d'être vu et reconnu par les autres. Comment ça peut se traduire en termes de négociation? Ah, voilà, typiquement, la victime, puisque 2 ou 3 fois quelque chose s'est passé, forcément, ça va toujours se repasser de la même manière. Exemple, le premier exemple, 3 fois de suite, j'ai passé des entretiens et chaque fois qu'on m'a posé la question sur le salaire, on m'a recalé. Forcément, la prochaine fois, ça va être la même histoire. On va encore me demander combien je veux gagner et on va me dire non. Ça, c'est plutôt une attitude de victime qui provient de notre besoin d'être vu et reconnu des autres. Le troisième archétype, le guerrier. Le guerrier, c'est le besoin qu'on a tous, à un degré ou à un autre, d'atteindre des résultats, d'atteindre des objectifs. En termes de négociation, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Et ça va plutôt être une personne qui aura un guerrier relativement fort, va plutôt être quelqu'un d'assez déterminé ou d'assez convaincant. Mais derrière ça, il y a toujours le besoin d'atteindre un objectif. On va voir d'autres archétypes aussi qui seront assez orientés vers l'action, mais pour des raisons un peu différentes. Le quatrième archétype, le martyr représente le besoin d'aider les autres. Le besoin d'aider les autres au risque des fois d'en faire beaucoup trop, de donner, et finalement ne plus rien avoir à donner pour les autres. Et en négociation, justement, qu'est-ce que je peux avoir comme exemple? Oui, exemple typique, c'est de se dire, moi, je vais essayer d'aider quelqu'un, je ne vais pas forcément me faire payer, mais ce qui compte, c'est d'aider les autres.
si jamais ça doit me coûter quelque chose, c'est pas grave. Aider les autres, c'est plus important que l'argent. Le 5e archétype, c'est le joueur. Le joueur, c'est la partie d'entre nous qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de prendre des risques, de voir un petit peu ce qui va se passer si jamais on prend un risque. En termes d'argent, ouais, c'est un peu un parieur. Et en termes de négociation, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir froid aux yeux. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à faire une proposition qui va peut-être lui paraître indécente, juste pour voir vers où on peut aller. Si jamais la personne accepte, très bien. Sinon, on peut toujours faire une contre-offre. Mais le joueur, lui, il ne va pas avoir peur de prendre des risques. La négociation, c'est un jeu, tout est un jeu. L'important, c'est de s'amuser et voir ce que ça va donner. À la différence du guerrier qui, lui, vraiment fait des choses pour obtenir des résultats. Le créateur artiste représente la partie d'entre nous qui a besoin de faire les choses à sa manière, de façon un petit peu originale. Là, l'exemple typique, c'est justement quand on a un désaccord et qu'il faut trouver une solution, il faut trouver un terrain d'entente. Si on est plutôt créatif, ça va nous aider à trouver une solution qui va être acceptable des deux côtés et qui, pour moi, une caractéristique principale de la négociation, c'est trouver une solution qui soit non seulement acceptable, mais qui soit préserve ou développe la relation qu'on peut avoir avec la personne avec qui on est en train de négocier. Il y a ça qui est très important dans une négociation. C'est pas vraiment tout ou rien, et si je suis très fort, j'arrive à faire accepter n'importe quoi à la personne qui est en face de moi. Une véritable négociation fait que la relation, à l'issue, elle devient soit plus forte, soit au moins aussi bonne qu'elle était au départ. Le 7e des 8 archétypes, pour souffler, on arrive bientôt au bout. Le tyran. Le tyran, c'est la partie d'entre nous qui a besoin de contrôler, d'être dans le contrôle, contrôler les autres, contrôler les circonstances. Alors, un tyran va plutôt avoir tendance à être très, pas forcément agressif, mais il va paraître très sûr de lui, très, tyrannique, justement, c'est le mot. Il ne va pas forcément accepter de négocier, ce qui peut lui poser beaucoup de problèmes, qui peut aussi lui donner de très bons résultats. Et le dernier archétype, le magicien. Le magicien, c'est la partie d'entre nous qui a besoin de faire des choses qui ont du sens. Des personnes qui ont un magicien très développé ont bien souvent une espèce de mission de vie, on peut appeler ça comme ça. Des personnes qui sont assez spirituelles, qui savent que tout ce qu'elles font, c'est pour une raison qui est bien plus grande qu'elles. Ce n'est pas forcément quelque chose de religieux. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, prenez-le par exemple, si pour vous, l'éducation des enfants, c'est très important. Si tout ce que vous faites dans votre vie, vous le faites dans ce but-là, finalement, un jour ou l'autre, vous allez réussir à attirer vers vous les personnes qu'il vous faut, les sommes d'argent qu'il faut, les problèmes qu'il faut apprendre à surpasser. Et quelqu'un qui n'a pas vraiment de mission de vie, qui se laisse aller, va justement avoir du mal à trouver les ressources nécessaires et savoir quelles sont les ressources à accepter quand elles se présenteront à lui ou à elle. Je vous avais dit que j'allais faire un petit récapitulatif des 8 archétypes. Je les ai listés là sur cette page. Alors le candide, juste pour rappel, c'est le besoin de sécurité. La vite, le besoin d'être vu des autres. Le guerrier, le besoin d'atteindre des objectifs. Le martyr, c'est le besoin d'aider les autres. Le joueur, c'est le besoin de s'amuser. Le créateur artiste, derrière ça, il y a le besoin de faire les choses de façon originale. Derrière le tyran, c'est le besoin de contrôler. Et derrière le magicien, le besoin de faire des choses qui ont du sens. Maintenant, vous allez me dire, tous ces archétypes, on les a tous plus ou moins. Parce que tous les êtres humains ont besoin de ça. Il n'y a pas
un être vivant qui n'a pas besoin de sécurité. Tout le monde a besoin de sécurité, à un niveau ou à un autre. Pour certains, c'est extrêmement fort, pour d'autres, c'est extrêmement faible, mais quelqu'un qui n'a pas un niveau sain de sécurité ne peut pas survivre. Pareil pour la victime, on a besoin d'être vu et compris des autres. Le guerrier, on a tous besoin d'atteindre des résultats de temps en temps. On a tous besoin d'aider les autres. On a tous besoin de s'amuser de temps en temps. On a tous besoin de faire des choses de façon un petit peu originale. On a tous besoin d'être dans le contrôle au minimum. On a tous besoin de faire des choses qui ont du sens. L'important ici, c'est que vous compreniez que les 8 archétypes, on les a tous, vous les avez tous. Certains vont être plus développés que d'autres. Et la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous vous sentez plus proche d'un de ces archétypes? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, je vois ici, Sidoline, par exemple, ou Catel, ou Nino, est-ce que vous voyez plutôt le Candide en vous, le martyr, le guerrier, le tyran? C'est plutôt guerrière pour moi. C'est plutôt le guerrière. Le guerrier. On a un guerrier qui a besoin d'obtenir des résultats. Ouais. Est-ce que tu en as un deuxième que tu peux voir? Ce sera plutôt Candide. Plutôt Candide, d'accord. Donc quelqu'un qui a guerrier et Candide, c'est une combinaison qui marche bien. Qui marche bien dans le sens où le guerrier, si c'est lui qui est le premier, en général, il va obtenir des résultats. Parce qu'il est vraiment focalisé sur les résultats et quand on veut, on peut, on obtient ce qu'on veut. Et ces résultats amènent de la sécurité. Donc, si tu as besoin de sécurité et que ton guerrier, il fait ce qu'il faut faire pour t'amener ce qu'il te faut, ben, tu vas avoir cette sécurité. Et ça, c'est quelque chose de bien. C'est une combinaison qui est très positive. Il y en a d'autres qui peuvent des fois être en confrontation, mais la combinaison d'avoir un guerrier qui est supérieur au Candide, c'est très bien. Maintenant, si on prenait le cas inverse, je ne sais pas si c'est ton cas ou pas, mais si tu avais un besoin de sécurité qui était très fort, peut-être que le besoin de sécurité, il t'empêcherait d'atteindre le résultat que tu veux. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus risqué que... pour atteindre des résultats, il faut prendre des risques de temps en temps. Et quelqu'un qui a besoin de sécurité va dire, voilà, je sais ce qui marche, je vais continuer à faire ce qui a toujours marché, parce que c'est sûr. Je sais, je reste dans ma zone de confort. Tant qu'il n'y a pas de problème, pourquoi faire autre chose? Donc, quelqu'un qui a un Candide qui est très haut dans ses priorités peut se retrouver bloqué vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis de la négociation, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez, pareil que tout à l'heure, si vous voulez mettre dans le chat, est-ce que vous vous sentez plutôt proche du guerrier, victime, de quels archétypes? Moi, je dirais que j'en ai 4 qui me rejoignent. J'en ai Ah, pas oui, c'est très possible également. Moi, je suis guerrier, martyr, joueur et magicien. Guerrier, guerrier, martyr, joueur et magicien. Guerrier, martyr, joueur, magicien. Oui, c'est intéressant ça. C'est très intéressant parce que ils sont quasiment tous orientés vers l'action, mais pour une raison différente. Et j'imagine que tu dois être le genre de personne à faire plein de choses, parce que tous ces archétypes sont orientés vers l'action. Maintenant, le guerrier, lui, il veut faire des résultats, il veut obtenir des résultats. Le joueur, lui, il veut pas forcément les résultats, il veut voir ce que ça va donner. Donc, si jamais tu vois, tu as ces 4 archétypes-là, qui sont à peu près tous au même niveau sans qu'il y ait véritablement une hiérarchie bien définie, ça peut poser des problèmes de temps en temps. Ça peut très bien marcher, mais si, mettons, le joueur, tu prends un pari, juste parce que tu as envie de voir ce que ça va donner, mais que le guerrier, lui, il veut des résultats. Et lorsqu'on va prendre on risque de ne pas obtenir un résultat si ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc, il peut très bien arriver que le joueur soit une source de frustration pour le guerrier. Le besoin d'aider les autres et le magicien sont assez liés. C'est surtout au niveau de l'empathie. Le magicien et le guerrier, le magicien et le martyr, il y a un très fort lien.
la clé, c'est à quel niveau se trouve le martyr. Aider les autres, c'est très bien, mais il faut savoir dire non de temps en temps, sinon on se laisse déborder. Et avoir un guerrier qui est assez fort, c'est très bon pour ça. Parce que le guerrier, il a une forme de discipline, il a une certaine confiance en lui, qui fait que il ne va pas se laisser manger par justement les besoins des autres. Il va savoir quand mettre des barrières saines et dire non pour se focaliser sur ce qu'il peut vraiment faire. Et surtout, avec le magicien, c'est quelque chose qui peut avoir du sens. Donc les quatre là, c'est très intéressant enfin, que tu aies l'impression qu'ils soient au même niveau, plus ou moins, parce qu'ils peuvent s'aider, comme ils peuvent de temps en temps se créer une sorte de conflit entre les archétypes eux-mêmes. Donc j'ai complètement perdu la notion du temps, mais pour revenir à ma promesse initiale qui était de vous dire, voilà, je vais vous présenter un concept, c'était le concept d'archétype qu'on a vu là, les fameux 8 archétypes qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui nous pousse à faire quelque chose. C'est un de ces 8 besoins fondamentaux. Et si vous voulez savoir, si vous voulez valider quels sont les archétypes qui sont dominants chez vous, je mets à votre disposition un quiz sur globalpecunia.com/fr/quizexpat.com. C'est un outil que j'utilise absolument avec tous mes clients pour savoir exactement d'où ils viennent, quels sont leurs archétypes par défaut. Parce qu'en général, les personnes qui viennent vers moi n'ont absolument aucune idée de cette notion-là. Mais en prenant une quiz je vais leur prendre 2, 3, 4, 5 minutes, ça me permet de voir très rapidement où ils en sont et quels sont les potentiels blocages et les potentiels points positifs. Parce que, évidemment, chaque archétype a un côté positif, un côté négatif. Ça dépend comment on le regarde. C'est ce fameux juge derrière qui va décider est-ce qu'on va plutôt taper du côté positif des archétypes ou plutôt du côté négatif. Et si vous le souhaitez, une fois que vous aurez obtenu les résultats, je me propose de faire ce que j'ai fait déjà avec 2 personnes aujourd'hui en face de vous, qui est de dire, voilà, archétype numéro 1, archétype numéro 2, archétype numéro 3, ces trois-là, ils cèdent ou ils sont plutôt en conflit, ils cèdent, voilà, quels sont les avantages, les inconvénients, les points à regarder. Pour toutes celles d'entre vous, je regarde juste que j'ai pas un monsieur, parce que j'ai vu que des noms de demoiselles, il me semble que c'est juste des demoiselles. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre ce quiz et derrière, vous aurez accès à mon calendrier. Vous pouvez prendre une session d'une heure ou une demi-heure, 1 heure, pour que je vous explique exactement les points positifs et négatifs de la configuration de vos archétypes. Sachez que ça peut changer. Je veux dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez guerrier numéro 1, ça va toujours être guerrier numéro 1. Il peut monter, il peut descendre. Évidemment, comme tout peut changer, c'est source d'espoir, d'une certaine manière. Mais voilà. D'après ce que je vous ai dit, est-ce que vous avez des questions sur les concepts en eux-mêmes ou sur certaines configurations, des choses que je peux éclairer Si c'est des choses, ce que je vais faire, c'est si c'est des questions qui sont assez générales, je vais les garder pour l'enregistrement. Si c'est des choses qui sont un petit peu plus personnelles, je vais arrêter l'enregistrement et je vais les prendre derrière. Je vais vous demander juste de rester avec moi quelques minutes. Mais pour moi, le moment est venu d'avoir un petit peu votre retour. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires ou que je peux clarifier avant de finir cette session? Oui, Christophe, j'ai une question. Je n'ai pas bien compris, c'est quoi créateur artiste? C'est un archétype. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît? Derrière l'archétype du créateur artiste, c'est le besoin qu'on a de faire les choses à notre manière, de faire les choses de façon originale, individuelle. D'accord. Et donc évidemment, le côté positif, c'est quand on a une situation de conflit,
et qu'on a cette capacité de créer des solutions, de trouver des choses qui sortent un petit peu de la norme, on a une facilité pour trouver un compromis, quelque chose qui risque d'être accepté par tout le monde, si on a un peu cette créativité. Par contre, le côté négatif, c'est que si on veut faire les choses à sa manière, on peut tomber du côté un peu tyrannique de la force et de dire, voilà, moi je veux ça, parce que c'est ma manière, et toi, tu dois faire comme moi je veux. C'est très important de faire les choses à ma manière, d'une manière individuelle qui doit être ma manière. Donc, c'est les deux côtés un petit peu positifs et négatifs du créateur-artiste, en sachant aussi que le créateur-artiste est relativement en conflit avec l'argent. Prends un artiste typique, il y a énormément de peintres qui sont par exemple extraordinairement talentueux, mais qui sont très pauvres. Ils n'aiment pas l'argent, ils ne veulent pas gagner de l'argent. Et beaucoup d'artistes ont un conflit vis-à-vis de l'argent. Ils voudraient avoir la liberté, tout ce que l'argent peut leur donner, mais ils ont peur de perdre leur authenticité si ils acceptent l'argent. Ils ont peur de se vendre au diable, si on peut utiliser cette expression-là. Derrière le créateur artiste, tu vois, il y a du positif et du négatif. Mais derrière cet archétype, le besoin fondamental, c'est le besoin d'originalité, le besoin de faire les choses à sa manière. Oui, d'accord. Merci. J'avais une question aussi qui était, vous m'entendez? Attends, Catel, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux mettre ton micro un petit peu plus près peut-être? Là, vous m'entendez? Parfaitement, merci. Ok. Oui, ma question c'était, donc on comprend qu'on a tous des archétypes différents et certains vont nous bloquer plus ou moins dans notre capacité à négocier. Oui. En fait, la question serait comment je peux travailler sur mes archétypes pour améliorer justement ma capacité à négocier en fait. Ouais. Alors ça, c'est déjà en fait, qu'est-ce que je peux te dire avec ça? La première chose à faire, c'est de savoir quels sont ces archétypes, parce que en fonction de là où tu es, la solution va être un petit peu différente. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Le processus, en fait, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on est à tel niveau, on a tel et tels archétypes qui nous bloquent. La question fondamentale, c'est pourquoi? Comment ces diables d'archétypes ont réussi à se développer pour nous amener à être dans la situation qu'on est aujourd'hui? Et la réponse, c'est ces archétypes, ils se sont développés pendant notre enfance. Pendant les 5-6 premières années de notre vie, notre cerveau n'est pas totalement fini, totalement développé. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend énormément de choses au niveau émotionnel des personnes qui nous entourent. Donc, il y a très, très, très probablement des choses qui sont liées à l'entourage familial, qui expliquent pourquoi on réagit d'une certaine manière. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les habitudes. Comment se crée une habitude? Une habitude, en général, c'est quelque chose qui a marché une fois, 2 fois, et on se dit, ça marchera toujours. Donc, on va continuer à le faire pendant toute sa vie. Mais les circonstances changent. Par exemple, typique là, c'est la victime. Quand tu es un enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. C'est génial. Tu as faim, tu pleures. On te donne à manger, on te nettoie, c'est super. La première chose qu'il faut faire, c'est si jamais je me plains, je commence à crier, tout le monde vient autour de moi et m'aide et j'ai l'attention de tout le monde. Donc, à ce moment-là, quand on est un enfant, c'est absolument génial. Par contre, si on continue à être victime, à toujours essayer de se plaindre à l'âge adulte, c'est le genre de comportement qui est plus du tout positif, qui nous aide pas, qui nous crée plus de problèmes qu'autre chose, parce que les gens, ils en ont marre de nous entendre se plaindre. Mais d'où ça vient? Ça vient de l'enfance. Et il y a un moment où ce qui est peut-être très positif en tant qu'enfant devient négatif dans la vie d'adulte. Le comportement qu'on pouvait avoir quand on était un enfant, on ne peut plus l'avoir quand on est un adulte. Donc il faut trouver, en fait, la manière de le faire, c'est vraiment de remonter pendant les 5-6 premières années de la vie, de voir qu'est-ce qui s'est formé à ce moment-là, qu'est-ce qui a continué à se développer et qu'est-ce qu'on a réussi à changer.
En sachant que même si on a des blocages, on a réussi des choses dans notre vie. Donc, une partie du process que j'utilise, c'est également de lister les succès qu'on a pu avoir dans notre vie. Parce que pour avoir des succès, il faut avoir développé des qualités. Et ces qualités-là, qu'on a déjà utilisées dans le passé pour obtenir des résultats, on peut les réutiliser maintenant pour autre chose. Et ce autre chose, c'est développer d'autres archétypes ou diminuer l'impact de certains archétypes dans notre relation à l'argent. Donc ça, c'est vraiment la réponse générale, c'est comment le faire. Et en fonction des archétypes et surtout de la configuration des archétypes. C'est ça qui va faire que on va faire les choses d'une certaine manière ou d'une autre. Comme je disais à Nino tout à l'heure, quand elle me disait, voilà, mon premier c'est guerrier, deuxième je pense que c'est l'innocent. Candide. Oui, Candide, pardon. Innocent c'est en anglais. Le Candide, ben, le travail va être différent que si jamais c'était l'inverse. S'il m'avait dit d'abord j'ai besoin de sécurité et après j'ai besoin d'obtenir des résultats, on travaillerait sur le Candide, comment diminuer le besoin de sécurité. Par contre, si on a un guerrier qui est beaucoup plus développé que le Candide, peut-être que travailler sur le Candide, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Il vaut peut-être mieux regarder comment on peut obtenir des résultats de façon plus créative et travailler sur le créateur artiste. Donc, chaque configuration va amener une réponse différente, mais la méthodologie, c'est à peu près la même. C'est une fois qu'on a identifié ce qui bloque, essayer de trouver d'où ça vient, traiter le problème à la racine, plutôt que juste essayer de traiter le symptôme, comme on pourrait être tenté de le faire si on faisait quelque chose de relativement superficiel. Ok, merci. Merci. Merci à toi, Christophe. C'était vraiment intéressant. Je vous en prie. Ce que je vais faire maintenant, à moins qu'il y ait une autre question dans les 3 prochaines secondes, je vais arrêter l'enregistrement. Et s'il y en a parmi vous qui veulent rester en ligne, je reste en ligne. Je continue à répondre à vos questions jusqu'à ce que vous en ayez marre. Toc, toc, 2 secondes. On va arrêter l'enregistrement.